Comment processe ces énormes kick drum raw, extra raw, hardstyle, hardcore, whatever, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, allez, on y va. Donc on réécoute juste une fois pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo comment faire un kick raw, extra raw, hardstyle uniquement dans Serum. Je vous mets le lien juste là quelque part, il va apparaître. Et je vous conseille vivement d'aller voir d'abord cette vidéo et ensuite regarder celle-ci. Ce sera beaucoup plus logique et productif pour vous. Donc on réécoute un coup le kick que nous allons process. Donc là on écoute donc Serum. Ok, donc ça c'est le kick. Donc maintenant je l'ai printé en audio ici dessous en jaune, d'accord. Donc vous pouvez voir c'est exactement la même chose. Donc déjà pour commencer, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder la chose. Ici, le kick a été, entre guillemets, bien designé directement. Donc, vous allez voir que concrètement, on n'a pas 1000 choses à faire. On doit juste un petit peu gérer les fréquences. On va gérer un petit peu la stéréo aussi. Et à partir de là, peut-être rajouter un petit peu d'impact, un petit peu de clinquant, etc. Mais vous allez voir qu'on peut donc aborder la chose de différentes façons. La façon la plus simple, à mon sens, si vous avez bien designé dès le début votre son, c'est de tout faire sur une seule piste. Donc j'ai déjà loadé quelques petits plugins en bas, c'est les plugins dont on va avoir besoin. Concrètement, rien de bien méchant, hein. Concrètement, on va faire de l'équalisation, on peut faire un petit peu de compression multiband, mais sincèrement, on peut très bien s'en passer. Et il nous faut un outil ou deux pour gérer la dynamique. Ok, donc ici, on pourra se servir par exemple d'un limiteur ou alors d'un clipper type Saturate de Newfangled Audio. Maintenant, il faut rappeler un truc, c'est que quand on commence à process un son, dans l'absolu, on va commencer à process quelque chose en contexte de mixage. C'est-à-dire que ce kick, suivant sur la prod sur lequel il va être utilisé, il aura peut-être un gros synth lead en même temps qui va jouer. Et le process va vraiment dépendre de ce qui joue en même temps que le kick. Hein. Donc il faut vraiment pas oublier ça et garder ça à l'esprit. Donc ici, moi, je vais vous montrer un petit peu de manière isolée comment process, les différentes choses que vous pouvez faire. Mais évidemment, dans chaque production, ce process peut différer un petit peu dû au contexte du mixage, quoi. Donc, on va commencer. On va voir un petit peu de manière générale ce qu'on pourrait faire avec la stéréo. Ça va être le premier process qu'on va faire, c'est régler un petit peu la stéréo. Moi, j'ai utilisé Ozone parce qu'il est pratique, parce qu'il est en multiband, c'est-à-dire qu'on peut vraiment process la stéréo de chaque zone de fréquence séparément. Et ici, on va surtout avoir besoin de toucher au low, au sub. Donc, écoutons en solo, on va dire jusqu'à 100 Hz à peu près. Qu'est-ce qui se passe en stéréo? Regardez ici. Ok, vous voyez qu'on est relativement large et en stéréo dans nos low, dans nos subs. Donc, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se poser la question. Il y a plusieurs choses à tenir en compte. La première, c'est qu'on ne peut pas distinguer la stéréo, on va dire, aller en dessous de 120-150 Hz. Ça ne sert à rien de faire de la stéréo, car de toute façon, on ne peut pas distinguer les différences avec notre oreille. Notre cerveau, nos oreilles, et dû aux grandes longueurs d'onde de ces fréquences-là, on ne peut pas les distinguer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer de stéréo. On n'arrive pas à les localiser. On n'arrive pas à dire si elles viennent d'un côté ou de l'autre. Donc, on n'arrive pas à percevoir de stéréo dans cette zone-là. Donc déjà, ça, c'est la première zone pour laquelle je pense que ça ne sert strictement à rien de faire de la stéréo là-dedans. Et la deuxième simple raison, c'est que dans cette zone-là spécialement, on veut un maximum de constance. Entre mon speaker gauche et mon speaker droit, je veux vraiment que ces fréquences-là soient exactement pareilles à gauche et à droite. Si elles commencent à être stéréo, avoir des différences de phase, ou etc., je vais avoir moins de constance, d'accord? Si vous voulez vraiment un maximum d'impact et de constance et de densité dans cette zone-là, ce qui fait un petit peu, on va dire, la qualité des bons subs, des bons lows qui sonnent bien, c'est justement en grande partie dû au fait qu'ils sont constants. Eh ben, il faut qu'ils soient pareils sur L et sur R. Donc sincèrement, moi pour ma part, je les mets en mono full jusqu'à 100 et des poussières. Écoutons. 100. Ok, donc ce qui peut se passer suivant les cas, ici, c'est pas trop encore flagrant, mais des fois, si vous avez vraiment trop de stéréo puis que vous avez un petit peu d'orphase entre le côté gauche et droite, ce qui va se passer quand vous sommez ça en mono comme on le fait ici, à certains moments, les fréquences peuvent s'annuler et on peut des fois perdre un petit peu en niveau général de sub. Ok, donc si c'est le cas, alors ce qu'on peut faire derrière, c'est les remonter un peu avec un EQ par exemple. Donc pour l'instant, on va juste voir un petit peu ce qui se passe dans les autres bandes. Regardons les mids, low mids.
voyez qu'on est bien large. Donc ici, pour moi, il n'y a aucun problème à être large, hein. Pour ma part, je pourrais même un petit peu élargir ça. Bon, pour faire ça, il faut vraiment écouter tout en même temps, hein. Il faut pas oublier de nouveau de mettre ça, ce process en contexte, c'est-à-dire que si vous avez un gros lead qui joue en même temps que ça, le lead va être super large. Ça sert à rien de pousser le kick trop dans les sides non plus, hein. Mais un petit peu, ça va quand même aider à ce qu'il soit un petit peu plus fat et plus présent comme ça. Surtout au jour d'aujourd'hui, hein, c'est rare d'avoir des kicks où on n'a pas de stéréo dedans, hein. Si vous faites un kick purement mono, il va sonner petit, centré, ça sera moins fat, moins loud, hein. Ok, donc voilà pour les bas mids, les high mids. Vous voyez qu'on est déjà stéréo à TOC, c'est-à-dire qu'on est sur le 0 ici sur notre correlation meters, hein. Et si on regarde les highs, on est déjà super large aussi, hein. On va peut-être essayer de pousser un petit peu plus les highs dans les sides de nouveau, voir ce que ça donne. Je précise juste un truc, c'est que le process que je fais là, si vous écoutez ça avec des casques, vous aurez de la peine à entendre correctement la stéréo. Encore une fois, pour entendre vraiment ce qui se passe en termes de stéréo, il faut vraiment écouter ça sur des speakers, hein. Donc voilà, mais pour ce qui est du traitement stéréo, ce qui était vraiment important ici, c'est de mettre cette zone de sub en mono. Ensuite, on va ouvrir un EQ. Vu qu'on a resserré les subs, on a peut-être perdu un chouïa. On peut peut-être un petit peu booster les lows. Maintenant, toujours en contexte, rappelez-vous, s'il y a quelque chose qui joue, par exemple des synthés lead avec le kick, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'avoir des extrêmes aigus de manière trop violente, hein. Et encore une fois, ici, je le fais en solo. Donc, si par exemple là, ça paraît être un petit peu plus mat et pas forcément cool, par expérience, je sais qu'en contexte, avec des synth lead, etc., on va pas sentir cette différence et ça nous permet de libérer un petit peu de place dans ces extreme high pour, par exemple, les hi-hats, pour, par exemple, les synthés, etc., hein. Et après, si on veut rajouter un petit peu de clinquance, on peut faire un petit boost dans les mids, voyons. Par exemple. Ok, on va voir peut-être après, on reviendra dessus. Maintenant, on pourrait essayer de filtrer. Là, comme ça a l'air d'être cool, ça a l'air de bien sonner, mais là où il faut faire gaffe, c'est que derrière, en fin de chaîne, hein, je vais mettre soit un limiteur, soit un clipper, soit quelque chose qui s'en apparente. On va voir, on va juste activer le clipper à la fin. Donc le clipper, le but, c'est simplement de contrôler un petit peu la dynamique et de mettre un petit peu tout le monde à niveau, de rendre un petit peu encore plus de densité. Le but ici, c'est pas vraiment de faire de la distorsion, de remonter trop les harmoniques. C'est simplement juste clipper le haut des pics, hein, regardez. Un truc comme ça, et ça nous permet voilà, d'avoir plus de cet effet in your face comme ça du kick, hein, qui est important. Donc maintenant que j'ai mon clipper on, voyons ce que le filtre fait sur le kick. Vous voyez que là déjà à 18 Hz, il fait une espèce de bump comme ça dans les lows qui est pas cool, hein, qui s'entend, qui colore trop le kick. Donc pour ma part, je vais vraiment rester bas, ça va juste permettre d'enlever un petit peu ce qui est dans le extrême low. Voilà, mais pas plus haut quoi. Peut-être ce qui peut se passer maintenant, c'est qu'on manque un petit peu d'impact, un petit peu de punch. Surtout, n'oublions pas si on a des choses qui jouent en même temps. Donc si on travaille sur une seule piste, c'est-à-dire comme c'est le cas là, ce que j'aime bien faire moi, c'est de pouvoir aller rajouter un petit peu d'attaque manuellement. Un peu à la manière dont le ferait, on va dire, un transient designer, mais ici on peut le faire à la main, hein, ce sera d'autant plus précis. Rajouter quelques dB comme ça juste sur le début. Ok, puis on peut, si on veut vraiment plus de clics, encore couper une deuxième partie comme ça et aller vraiment pousser ça encore un peu plus fort. Ok, donc n'oubliez pas que ça va dans le clipper. Donc en termes de valeur pic, hein, on reste à 0. Donc ça, c'est avec le boost sur l'attaque. Et 100. Avec 100. Ok, vous voyez que c'est assez subtil, mais on gagne quand même un petit peu de clinquant, hein. Donc maintenant, au lieu de clipper en fin de chaîne, on pourrait essayer de limiter avec un limiteur. Voyons ce que ça fait comme différence. Clipper. Limiteur.
vous voyez comme avec le clipper, on a plus cet effet in your face, quoi. Là, c'est réellement, bam, devant nous, quoi. Donc ensuite, si on devait utiliser un multiband compresseur, alors pourquoi on devrait utiliser ça? Ce serait peut-être pour un petit peu reshaper la dynamique. C'est-à-dire peut-être qu'on veut que dans nos low mids, on ait un petit peu plus d'impact comme ça. Ok, par exemple. J'irai pas forcément en utiliser un d'office, hein, ça dépendrait vraiment du contexte. Là, je vous montre juste qu'est-ce qui serait possible de faire avec un compresseur multiband parce que je sais que les gens aiment bien passer un peu de tout dans les compresseurs multiband. Ok, donc regardons ce qui se passe. On va se faire une loupe un petit peu grande comme ça. Donc si on voulait rajouter peut-être un petit peu de cette zone. Ok, donc si on voulait encore peut-être accentuer un peu ça, on pourrait se faire donc une bande comme je l'ai fait ici. Et il va falloir vraiment bien jouer avec l'attaque et le release parce qu'ici, on veut que dès que notre signal passe le threshold, on laisse passer une partie. Ok, le temps qu'on laisse passer, ça va donc être l'attaque. Et ensuite, on veut compresser. Donc le résultat de ça, ça va être une espèce d'addition de punch dans cette zone-là. Regardons sans. Avec. Sans. Avec. C'est subtil, mais ça rajoute un chouïa de bas mid comme ça. Maintenant, on pourrait essayer de faire ça avec les highs, voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup de dynamique aussi, donc c'est bien, hein, c'est ce qui donne vraiment cet impact. Et on pourrait peut-être essayer d'accentuer un petit peu ça. Et ça aurait aussi un peu pour effet de donc laisser un peu passer genre ces highs, cet impact sur l'attaque et sur le tail d'être un petit peu rabaissé, ok? Ça va un petit peu avoir pour effet, par exemple, d'étouffer le tail. Ça peut être une manière, justement, si on veut un tail un petit peu plus subby ou un petit peu plus dry ou un petit peu plus bright avec plus d'harmonique dedans, hein. Et sinon, on peut le faire d'une autre manière, c'est-à-dire en faisant de l'expansion, hein, mettant un range positif, hein. Ok, donc là, je l'exagère exprès pour que vous voyez bien ce que ça fait, mais vous avez compris le principe, hein. Donc, avec ces bandes comme ça, on peut un petit peu décider, hein, dans quelle région de fréquence l'attaque va se situer, quoi. Donc, on va régler ça. Et pour finir, je peux faire une dernière bande qui va contrôler entre guillemets les lows, qui va plutôt me servir juste à régler un petit peu le niveau de low, hein, parce que vous allez voir que je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'y compresser. Vous voyez que c'est assez constant, il n'y a pas réellement de dynamique dans cette zone de fréquence, donc ça c'est bien, c'est vraiment ce qu'on veut, on veut que ce soit constant, un peu tout le temps au même level. Mais donc ici, je ne vais pas réellement compresser, ça va juste me permettre avec l'output de choisir, hein, si j'ai plus ou moins de sub, quoi. Donc voilà, sincèrement, là, il n'y aura pas besoin de plus de process que ça, hein, parce qu'on a bien designé le son dès le début dans le synthé. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas forcément toujours besoin de faire beaucoup de processing dans l'audio, surtout si vous faites bien la production, si vous faites bien le design, hein. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième approche. Donc ici, c'est une approche qui va vous donner un petit peu plus de contrôle. Donc ici, le principe, ça va être de séparer les différentes régions du kick pour pouvoir avoir le contrôle, hein, sur chaque zone individuellement sur une piste séparée. Donc la première, ça va être l'attaque. Donc la manière la plus simple de contrôler l'attaque séparément du reste, sincèrement, c'est réellement de faire ça, hein. C'est de garder que l'attaque, hein, faire un fade là où il faut. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur nos deux autres zones, on va faire l'inverse. En tout cas, sur notre tile mid, on va enlever cette attaque, hein. Et sur notre low, on peut la laisser suivant les cas, ou des fois on peut l'enlever, ça dépend. On va essayer par exemple déjà en la laissant et on verra ce que ça fait si on l'enlève. Pour après séparer les fréquences ici et ici, j'ai loadé un ProQ que j'ai mis en linear phase, ça c'est important.
Sur mon tail mid, j'ai simplement fait un low cut 90, des poussières Hertz en 48 dB par octave. Ce qui est important, c'est de faire exactement le même cut au même endroit sur la deuxième partie, donc c'est-à-dire sur le sub, ici. Donc, vous voyez que je suis aussi de nouveau à 98, des poussières, exactement le même chiffre. Quand vous faites un crossover comme ça, si vous voulez réellement avoir le même son en sortie du crossover, c'est-à-dire avec les deux parties qui sont chacune séparées en termes de fréquence que la partie entière sans crossover, il faut réellement être exactement à la même fréquence de coupure, avoir les mêmes paramètres, c'est-à-dire même fréquence de coupure, même pente et être en phase linéaire parce que sinon vous allez engendrer des déphasages autour de ces fréquences de coupure et du coup vous allez colorer votre signal. Si ça vous ne comprenez pas ce que ça fait, je vous réfère à mes autres tutos sur les filtres low cut et leurs phases, sur les filtres low cut et leurs problèmes de phase qu'ils engendrent. Ok, donc vous voyez que j'ai récupéré mon kick, il sonne comme avant, simplement que maintenant j'ai accès aux 3 zones, j'ai mon sub, mon mid et mon attaque. Donc ici, le principe va être le même, c'est-à-dire que sur mon sub, je peux venir reloader mon imager. Ici, j'ai fait une seule bande et je peux la mettre en mono. Ici, sur mon tail, je fais la même, j'ai de nouveau un imager, j'ai juste 2 bandes, donc je peux choisir ce que j'élargis ou pas. Je pourrais élargir un petit peu les low mids, par exemple. Voyons le tout ensemble. Ok, et sur mon attaque, j'ai de nouveau un ozone pour gérer sa stéréo. Je pourrais dire quand même que le low de cette attaque, parce qu'il y en a quand même, est mono, et le reste, hein, je pourrais peut-être booster que les highs, par exemple, hein, etc., etc. Et donc là, maintenant, si je veux un petit peu reshaper mon kick, eh ben, je peux simplement, avec les pistes, hein, booster un peu les subs. Ok, et donc, ce qu'il y a de bien ici, c'est que ça nous laisse un petit peu plus de possibilités, hein. Par exemple, je peux sur mon tail mids loader un plugin de gain, simple plugin de gain, et je pourrais un petit peu, par exemple, redessiner à la main un petit peu son enveloppe, hein. Donc, admettons, on se mettrait un kick en loop. Si je voulais un petit peu plus ce côté reverse, ou je pourrais faire ça si je veux faire des versions un petit peu plus sèches. Ok, donc voilà, cette façon de faire vous donnera beaucoup plus de contrôle et surtout vous permettra de vous rattraper à la fin si vous avez merdé à un moment ou à un autre, hein. Au moins, vous savez que vous pouvez toujours rattraper le niveau de sub de manière clean si vous en avez besoin, par exemple, à la fin lors du mix final, quoi, hein. Ok, donc vous avez vu que finalement, il n'y a pas besoin de tant de process que ça si le design il est bien fait avant, hein. C'est comme d'hab, hein, je veux dire, plus le boulot est bien fait dès le début, moins il y aura besoin de faire des choses par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris des choses, que vous pourrez appliquer ça dans vos productions et du coup faire sonner vos kicks encore mieux. Comme d'hab, si ce n'est pas encore fait, allez liker, vous abonner, laisser des commentaires. On partage un max, on fait du bruit. C'était Igor Chevalier de Strop Studio, stropstudio.com. Sur ce, je vous dis à plus!